c'est une affaire française, une affaire européenne. Le plaisir qu'on a de vivre dans une démocratie. L'important, c'est d'avoir vécu un moment ensemble. Depuis 1997, dans le pays de Bitche, depuis 2005 à Sarreguemines et Sarralbe, des JRI sillonnent l'arrondissement pour relater l'info locale. Des heures d'archives ont ainsi été enregistrées sur des cassettes, des DVD, des disques durs et des serveurs. La mémoire audiovisuelle du territoire. Phénomène météorologique exceptionnel, la tempête du 26 décembre 1999 a fait de gros dégâts dans tout le secteur. Toitures envolées, mais surtout une forêt sinistrée qui mettra des années à se relever. Les habitants du pays de Bitche se souviendront sans doute longtemps de ce lendemain de Noël 99. La tempête qui a balayé le pays d'ouest en est a été d'une violence inégalée. 470 000 foyers privés d'électricité rien que dans notre département. L'hôpital de Bitche a accueilli et soigné 4 victimes de ce cataclysme. Et les pompiers de tout le secteur sont intervenus près de 500 fois pour dégager les axes routiers et réparer les toitures envolées. La tempête du siècle, c'est ce qui restera dans les mémoires de tous les sinistrés. Au pays de Bitche, le secteur le plus touché est celui des hauteurs de Götzenbrück-Lemberg. Les vents de 150 km/h du 26 décembre dernier ont jeté à terre, dans les forêts du Beecherland, 150 000 m3 de bois. Et encore, ce n'est qu'une première estimation des dégâts. La rapide mise en œuvre des moyens dont dispose l'ONF a nécessité le rappel des bûcherons qui, pour la plupart, étaient en congé pour les fêtes de fin d'année. Entrés en action dès les premières heures qui ont suivi la tempête, les agents forestiers réparent les dégâts selon un programme préétabli. Depuis, disons, le lundi matin 27, le premier souci de l'ONF, c'était de participer au débarrage des routes publiques. Comme par exemple le Lindel, la route qui mène de Bannstein à Mouterhouse, la route qui mène de Mouterhouse à Bitche. Donc ce sont les équipes de l'ONF, les bûcherons du groupe technique des Gelsart, qui ont débarré cela. Dans un deuxième temps, il a fallu débarrer les routes forestières, et notamment celles qui mènent aux maisons forestières. Ensuite, il a fallu débarrer les chemins forestiers. Sur le groupe technique des Gelsart, vous avez 240 km de chemins forestiers en terrain naturel. Sur ces chemins forestiers, il y a des quantités de bois qui ont été vendues et il faut les sortir. Il faut que le public puisse circuler, il faut que les bûcherons puissent y aller, il faut que les forestiers puissent circuler et il faut pouvoir faire l'inventaire du désastre, entre guillemets. Il faut pouvoir y aller pour voir exactement ce qui se passe à l'intérieur, pour faire le diagnostic du problème et pour faire le constat et les inventaires. Donc, débarrage des routes publiques, puis des chemins forestiers dans un premier temps, et dans le troisième temps, passer à l'inventaire, comme j'ai dit. Et pour passer à cet inventaire, il faut auparavant débarrer les chemins forestiers. Que ce soit sur une route goudronnée ou sur un chemin naturel, la technique reste la même. Cette opération est réalisée de la manière suivante. 2 bûcherons passent de part et d'autre du côté du chemin sur les accotements et coupent l'arbre des 2 côtés. Donc le billon ou le tronçon, si vous voulez, qui reste, il est poussé par le tracteur. Et on avance de cette manière. Là, nous irons à l'arbre suivant et nous ferons exactement la même chose. Alors des fois, nous avançons, à raison de 2 km par heure et des fois nous avançons de 200 mètres par heure. Ça dépend du nombre d'arbres qui barrent le chemin. Il est arrivé que le 27 décembre, par exemple, au matin, on commence à débarrer et puis 3 jours après, c'était de nouveau barré. Pourquoi c'était barré? Parce que les arbres qui étaient à côté étaient trop penchés. Alors sous le poids de la pluie, si vous voulez, ou encore sous l'effet d'un petit vent, d'une petite saute de vent, cet arbre qui était déstabilisé dans ses racines, cet arbre s'est recouché sur la chaussée, quoi. Voilà. Et donc on peut comprendre par là que s'aventurer en forêt est une opération dangereuse. Ah, c'est tout à fait exact. C'est-à-dire ça montre bien le bon sens de l'arrêté qui a demandé à ce que les gens n'aillent pas en forêt pendant un certain temps au moins. Parce qu'il y a encore trop de branches, comme ici par exemple, il y a encore trop d'arbres qui sont déstabilisés et qui peuvent présenter un danger pour le public. L'ouverture des chemins rend l'accès aux différentes parcelles de forêt possible. En voici une dont les dégâts sont énormes. Une équipe technique de l'ONF s'est aventurée dans ce paysage apocalyptique pour en faire l'inventaire. Donc dans la parcelle où nous sommes, qui est une parcelle en régénération, où vous voyez pousser du jeune semis, les arbres sont tombés. 90% des arbres qui étaient ici, qui ont ombragé le semis naissant, sont tombés.
Et en ce moment, nous faisons l'inventaire. Vous avez vu tout à l'heure les forestiers qui marquent les arbres, qui mettent donc le marteau de l'État et qui prennent le diamètre des arbres pour que nous, on puisse savoir très rapidement, au bout de quelques jours, nous saurons avec beaucoup plus de précision les essences qui sont tombées, la proportion de pins, la proportion d'épicéas, la proportion de hêtres, la proportion de chênes, et pour que nous puissions mesurer exactement l'ampleur du désastre essence par essence et savoir où intervenir, où intervenir, comment intervenir et pourquoi intervenir en premier dans une parcelle et attendre d'intervenir dans la troisième parcelle plus tard. Malheureusement, la tempête a déversé sur le marché une trop grande quantité de bois que les scieries ne pourront pas absorber. On comprend donc la préoccupation de l'Office national des forêts, le stockage de tout ce bois. Une opération qui doit être faite au plus vite, sinon les troncs serviront de résidence pour champignons et autres insectes. Ici, vous avez un exemple réussi de la manière de pouvoir conserver du bois. Parce que le problème qui se pose là, ça va être le suivant. Il va falloir sortir ces bois de forêt, les façonner, les débarder, et puis ensuite, le marché sera totalement inondé. Il y aura un surplus sur le marché. Les cours, bien sûr, vont, je ne dirais pas s'effondrer, mais la valeur du bois va baisser. Et tout ce bois, si on n'arrive pas à le mobiliser assez vite, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être en forêt des élevages ou, si vous voulez, des cultures de champignons, des cultures d'insectes et de vers qui vont se développer dans les bois qu'on n'a pas mobilisés suffisamment vite. Donc il faut éviter cela parce que ces insectes vont aller coloniser les arbres sains, des peuplements d'à côté. Donc il faut sortir le bois vite, il faudrait pouvoir scier ce bois très vite, il faudrait pouvoir le sécher et le traiter, et ça c'est des problèmes qui nous débordent à l'heure qu'il est. Il faut conserver ce bois, il faut le conserver, et ça, après 1990, un exemple réussi, c'est un étang où régulièrement on déverse du bois dedans. Il a été loué par l'ONF à un scieur de la région, et ce scieur, voyez-vous, ils sont inondés, ils sont immergés dans l'eau, et les bois que vous voyez au-dessus, ce sont des bois de très peu de valeur, qui sont simplement faits pour alourdir, pour plomber. Et les beaux bois que vous voyez en dessous, ce sont des déroulages, ce sont des hêtres de très grosse qualité, qui sont conservés ici, des fois pendant 2, 3 ou 4 ans. Dans le pays de Bitche, l'ONF possède de nombreux étangs capables d'accueillir de grosses quantités de bois comme celle-ci. Manque de chance, ces étangs, à quelques exceptions près, ne sont plus du tout entretenus et leurs vannes, qui permettent d'évacuer l'eau pour la dépose et la récupération des troncs, sont pour la plupart détériorées. Il faut espérer que nous saurons tirer les conséquences de cette tempête et que dans un proche avenir, ces petites étendues d'eau soient à nouveau opérationnelles. On se souvient tous des vents de plus de 150 km/h qui ont traversé le pays de Bitche, laissant derrière eux un paysage pour le moins apocalyptique. La parcelle 175, située en forêt domaniale de Mouterrouze, n'a pas échappé au rugissement de la dernière tempête. Dans cette parcelle, où il ne reste que très peu de hêtres enracinés, on constate 2 types de dégâts. Certains arbres sont tombés avec la souche, alors que d'autres ont été cassés. Aujourd'hui se pose le problème de l'exploitation et de la commercialisation des bois qui sont à terre. Les grumes à terre subiront une découpe de qualité. La première partie, qui va de la base du pied jusqu'au premier défaut, trouve facilement des acquéreurs à des prix moins élevés que le cours normal, mais encore intéressants. Ces bois-là seront transformés en scieries ou alors renégociés pour des marchés asiatiques. La deuxième partie, quant à elle, est considérée comme une qualité à défaut. À partir d'ici, on a fait une découpe qu'on appelle une découpe de qualité, parce que si vous remarquez bien la partie qui est plus haut dans l'arbre, il y a donc des branches, des grosses branches, et vous en voyez de plus en plus vers le haut. Donc ce bois-là, il ne peut pas être utilisé pour le même usage que la première partie de la bille. Toute notre exploitation actuellement se concentre dans la première partie de la grume,
qui est donc la qualité. La deuxième partie sera faite dans un deuxième temps, soit donc pour du calage, soit pour du bois d'industrie. Et pour tout ce qui est des branches et des rémanents, on les vendra à des cessionnaires de menus produits, c'est-à-dire des gens qui vont faire du bois de chauffage avec. L'exploitation actuelle se concentre uniquement dans la première partie de l'agrume. C'est la première qualité qu'actuellement on arrive à vendre et c'est celle que l'on exploite en priorité, étant donné que c'est celle qui craint le plus au niveau des intempéries et qui risque fort de se dégrader dès que la sève va se mettre en route. Après la tempête, c'est l'heure des constats. Dans le pays de Bitche, on compte près de 200 000 mètres cubes de forêt dévastée. Que vont devenir ces parties de forêt abîmées? Vont-elles subir une reconstitution naturelle ou être reboisées? Avant la tempête, on avait commencé à ouvrir de façon à ce que la lumière puisse arriver sur le sol et favoriser ainsi la régénération de jeunes plantules qui sont issues donc de la fructification des années passées. Alors, pour la suite de la tempête, on s'aperçoit maintenant que la lumière, bien sûr, il y en a énormément et qu'il y a un certain nombre de petits arbres qui existent déjà. Là, on en voit un certain nombre qui étaient présents et qui aujourd'hui, avec la lumière, vont se développer. Et ça va nous permettre, dans une parcelle comme celle-là, qui est quand même fortement abîmée, de ne pas être obligé de reboiser l'ensemble, mais d'essayer de profiter de toute cette régénération qui existe et simplement de compléter les zones où vraiment rien n'aurait pu arriver à germer. Quand l'arbre est abattu dans la parcelle touchée, on procède à une découpe de qualité. Puis on débarde les arbres et on les met en tas. Ces tas peuvent être différenciés en fonction de la qualité et des différentes essences. Là, on a mis les plus belles billes, celles qui a priori se vendent le mieux et celles pour lesquelles actuellement on a un débouché. Donc ça c'est les gros bois, les billes plutôt de classe B. Ensuite, plus loin, on a mis des billes de qualité un peu moins bonne, que nous on appelle du C. Et ce bois-là, bien sûr, sera vendu de la même façon, mais un peu moins cher, puisque l'usage n'en sera pas aussi noble. On n'en fera pas du déroulage ni du mobilier. Et puis, tout au fond à droite, là-bas, on a la surbille, la partie de la grume où il y a des branches, qui va être, elle, vendue pour faire soit du calage, des palettes ou des choses comme ça, ou alors qui sera transformée par l'industrie en panneaux de particules. Et puis la dernière qualité qui est ici derrière nous, ça on appelle ça du bois d'industrie, qui donc va soit dans les papeteries, soit également dans les panneaux de particules pour des usages moins nobles. L'entreprise alsacienne Gross, spécialisée dans le terrassement et le transport, se charge de la remise en état des parcelles dévastées lors de la dernière tempête. Le principe, c'est de nettoyer les parcelles pour permettre la plantation. Et pour ça, je tire les branches et les souches vers moi pour les mettre en andin, c'est-à-dire en tas, de manière à libérer le plus de surface possible pour les jeunes pousses. Autonome et passionné, Hervé Barthes, aux commandes d'une pelle mécanique, prépare le sol à la plantation. J'essaye de tirer au milieu et puis si ça ne vient pas, j'essaye de la prendre d'un côté puis de l'autre pour essayer de casser 2 ou 3 racines à chaque fois et puis quand il n'y en reste plus beaucoup, j'arrive à la sortir, mais c'est sûr que ça demande beaucoup de puissance. En moyenne par jour, il nettoie une surface de 1 hectare. Cela est variable en fonction du terrain et du temps, bien entendu. Un métier qui n'est pas sans risque. Non, c'est sûr, ce travail comporte des risques, surtout le fait qu'on ramène les branches et les troncs vers nous quand on travaille dans le sens de la montée, c'est-à-dire on fait des andins en montant et en descendant. Les souches ont tendance à rouler vers la machine. Et puis sinon, quand on tire un grand tas de branches, on ne sait pas s'il y a un tronc en dessous et puis il risque de remonter, de taper dans la cabine ou n'importe où. Et voilà les principaux risques. Au moyen d'un outil adapté à ce type de chantier, Hervé dégriffe le sol de manière à le décompacter. En même temps que je ramasse les branches,
J'essaye toujours de griffer le sol, de décompacter pour l'aérer, pour que la plantation plus tard soit plus facile. Et donc je descends 20 cm, voire plus s'il le faut dans certains endroits. Cette main-d'œuvre humaine s'avère efficace, mais elle fragilise la faune présente sur le site. Ah oui, c'est sûr, sous les branches, il y a beaucoup d'animaux qui se cachent. J'ai trouvé des couleuvres à collier, j'ai trouvé beaucoup de souris, beaucoup de grenouilles. Cette initiative de remise en état des parcelles permet de soigner les plaies. On espère une cicatrisation rapide de manière à ce que les jeunes pousses de feuillus et de résineux s'adaptent facilement à leur milieu naturel.